Ce soir, c'est l'occasion d'entendre Thierry Barré, Jérémy Piola nous parler de ces différents concepts d'alphabétisation, création, migration. Comment faire travailler ces trois concepts-là dans un contexte actuel de contraintes économiques, sociales, raciales. Et donc, avec nous, ils vont nous partager leur expérience, leurs recherches, que tous les deux sont à la fois des chercheurs, mais aussi des praticiens. Et pour nous aider à vivre cette soirée, Martine Cornil a accepté d'animer le débat. Et donc, après avoir entendu, nous pourrons entendre Thierry et Jérémy, bien sûr, nous aurons l'occasion de réagir. Voilà, alors je vous souhaite une belle découverte. Laissez-vous interpeller, toucher, questionner. Et puis, nous entendrons vos réactions après quelques minutes. Voilà, merci. Merci. Voilà, et après avoir été interpellé, questionné, n'hésitez pas, vous aussi, à nous interpeller et à questionner nos deux orateurs de ce soir. Jérémy Piola, qui est juste à ma droite, est anthropologue, il est chercheur, boursier, financé par le FNRS, au sein de la LAAP, c'est donc le laboratoire d'anthropologie prospective à l'UCL. Il est également, entre autres choses, l'auteur d'un livre qui s'appelle Portrait du colonialiste, l'effet boomerang de sa violence et de ses destructions, aux éditions La Découverte. Et pendant une dizaine de minutes, dans quelques instants, il va vous parler, il va répondre à cette question posée par Anne Brisebois et que je rappellerai dans quelques secondes. Thierry Barré, à l'extrémité, est directeur de la SBL CEDAS. La SBL CEDAS est implantée à Scarbeck, c'est le centre de développement et d'animation scarbecquois. Il est également l'auteur et l'interprète d'une conférence gesticulée qui continue à tourner, qui s'appelle « Un pauvre, c'est comme un compte en banque, ça se gère ». Je vous le recommande. Je vous recommande d'aller voir un jour cette conférence si ce n'est pas déjà fait. Il est aussi chercheur en sciences de l'éducation avec une spécialisation en éducation populaire. Pour reprendre le contexte et revenir sur ce que Anne disait, cette soirée s'appelle Alpha, création, migration, avec comme sous-titre, et le sous-titre est aussi important que ces trois mots, comment travailler cette complexité des liens entre alphabétisation, création et migration dans un contexte de discrimination économique, sociale et raciale. Le premier à s'exprimer sur cette thématique, c'est Thierry Barré. Merci. Alors, j'ai un défaut. Un défaut, c'est quand on m'invite, généralement je viens. Quand il y a une porte ouverte, je rentre. Et je me demande, Martine, si j'ai bien fait de venir, parce que migration, alpha, création, avec comment travailler cette complexité, waouh, c'est chaud, quoi. C'est super chaud. Parce que c'est complexe. C'est des questions qui sont particulièrement complexes. C'est pas compliqué, mais il y a une complexité parce qu'on va devoir amener des sujets, des concepts pour traiter et pour prendre le bon chemin de la justesse de notre travail en éducation populaire. Et je dirais qu'il y a deux chemins qui sont possibles dans le travail avec le développement artistique, l'art, la création, la migration. Et il y a un des chemins qui peut nous mener, si on y prend garde, à des phénomènes de domination, à renforcer des phénomènes de domination. Alors, je ne vais pas aborder la question de la migration de façon macro. C'est-à-dire, tiens, la migration, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans une société? Tiens, qu'est-ce que nous, on peut faire comme militants pour travailler sur justement la stigmatisation des personnes qui sont des migrantes et qui fréquentent l'alphabétisation. Je ne vais pas parler de ça, je vais parler dans le micro. C'est-à-dire que je vais aller dans le bled, juste ici à côté, dans mon bled, c'est-à-dire le quartier nord où j'y travaille depuis 25 ans.
Et alors, je vais vous demander de m'accompagner et d'aller avec moi dans les quartiers populaires de Bruxelles et d'ouvrir une classe, d'ouvrir un atelier d'alphabétisation. Et puis de se poser la question, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert une démarche artistique dans le milieu de l'alphabétisation? À quoi ça peut servir? Et alors, ce que je vais aborder ici, c'est parce que la démarche artistique peut apporter à une personne, mais c'est plus dans le fonctionnement des ateliers, dans le fonctionnement des ateliers, et de se dire, dans ce fonctionnement, est-ce qu'on peut suivre une route, par exemple, dans l'alphabétisation, de Paulo Freire, ou d'Augusto Boal, ou de Jacques Rancière, c'est-à-dire que tout le monde s'éduque avec tout le monde. Alors, dans la question que je disais tout à l'heure, à quoi ça peut servir l'art dans le domaine de l'alphabétisation? On pourrait déjà préciser. Si on dit alphabétisation, dans le milieu bruxellois, on peut transformer directement la question. À quoi ça peut servir une démarche artistique pour un public particulièrement stigmatisé? C'est vrai qu'à Bruxelles, si on regarde la grande majorité de la composition des classes d'alphabétisation, mais des ateliers artistiques, eh bien on peut remarquer que ce sont des personnes migrantes. Et si on regarde le profil de ces personnes migrantes, on peut prendre, une femme qui a par exemple le foulard, qui est musulmane, qui est guinéenne, etc., etc., et c'est de se dire, mais tiens, cette démarche, pourquoi ? Alors cette démarche, on peut l'apprendre dans et je le disais là juste avant, dans un développement artistique. Et moi, je vais le prendre dans la lutte contre des phénomènes de domination. Et je vais peut-être arrêter là et rebondir par la suite sur ce que Jérémy va proposer pour aller... Est-ce que vous êtes d'accord si avant que... On peut se dire tu, ça va être plus facile. Ouais, vous acceptez qu'on se tutoie? Ça va, ça ne vous exclut pas si on se tutoie? Ok, d'accord. Tout le monde se tutoie. Je voudrais rebondir quand même sur cette dernière phrase. Quand tu dis cette démarche, pourquoi? Et quand tu fais le lien entre création et domination. Ça, quand même, ça m'interpelle. De me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y aura un corollaire entre création et domination? Alors je pense que dans le cadre de ce qui nous occupe maintenant, la création, dans le milieu de l'alphabétisation, il peut prendre deux chemins. Et deux chemins différents. Alors il y a un chemin qui peut mener à une émancipation, avec une réflexivité accrue des personnes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une réflexion par rapport à leur expérience totale, à leur vie. Et il y a un autre chemin que si on y prend garde, il peut en fait rigidifier les identités. Je suis un dominant dans cette société. J'ai une figure de dominant. Je suis un blanc de plus de 50 ans qui est directeur dans une maison de quartier. J'ai une figure. Et puis, je vais travailler avec des personnes qui ont aussi une figure, qu'on a construit une figure, c'est les apprenants d'alphabétisation qui sont souvent des migrants. Et qu'on le veuille ou pas, quand je rentre dans une classe, quand je rentre dans un atelier, je vais arriver avec quelque chose qui se joue déjà. Et on peut, si on n'y prend garde, tomber dans ces phénomènes où la personne, elle va accepter quelque part, pas accepter, elle incorpore, elle accepte inconsciemment son statut, et moi, par mes pratiques, je vais accentuer cette domination. Et peu importe si on travaille dans l'alphabétisation, dans l'association ou ailleurs.
C'est un phénomène qui, je dirais, qui n'est pas naturel, mais qui peut se comprendre totalement. Et selon notre pratique, on va aller dans une certaine pratique émancipatrice, ou alors, tout au contraire, rigidifier les personnes là où elles sont. Merci, voilà, comme ça c'est plus clair. Jérémy. Bon, merci pour cette invitation. Donc, comme l'idée était de faire des exposés de base courts, de 10 minutes, ce qui n'est pas forcément un exercice évident, j'ai pris des notes, mais ça permettra ensuite d'avoir une façon d'exposer nos idées et d'échanger plus dynamique. Voilà, donc c'était ça un peu ça l'idée. Donc je vais essayer de faire vite. Donc pour ce qui a été de me présenter, eh bien, Madame Cornille l'a fait, voilà, déjà. Je pourrais rajouter juste que de 1990 à 2002, j'ai été danseur professionnel. Donc ça détermine encore aujourd'hui l'attention particulière que je porte au corps sur mes terrains. Je suis aussi rappeur au sein d'un collectif rap oriental qui s'appelle Hydra, même si on n'a pas produit de morceaux depuis un petit moment maintenant. Il faudrait que ça change. Et donc, juste pour dire, Portrait du colonialiste, c'est un ouvrage qui étudie les conséquences du colonialisme sur les Européens de l'Ouest eurodescendants, et notamment sur le rapport au corps. Voilà. Et alors, par ailleurs, pendant 12 ans, plus de 12 ans, j'ai mené et animé des ateliers d'écriture auprès de femmes et d'hommes migrants dans une dizaine de structures liées à l'alphabétisation en région bruxelloise. Voilà. Et donc, alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour ethnographique sur une part de mon expérience des milieux d'alphabétisation et présenter des données et exposer ce qu'elles donnent à penser. Et puis aussi, je vais m'expliquer sur le sens de certains termes que je vais utiliser. Je vais te dire aussi un mot d'abord de ma recherche. Ce qu'elle a pour objet, c'est les imaginaires des enseignants et des migrants dans les milieux de l'alphabétisation et la rencontre de ces imaginaires et leur confrontation aussi. Voilà. Alors, j'ai parlé de mots sur lesquels il faudrait parfois revenir. Ben, je vais partir du mot création, qui est dans l'intitulé de cette rencontre. Pour moi, c'est un terme que je ne mobiliserai pas. Sur mes terrains et dans les ateliers d'écriture que j'ai animés et que j'anime, ce ne sont pas des créations qui émergent, selon moi, mais ce que je qualifierais de réflexion, de posture réflexive et critique de femmes et d'hommes migrants. Alors, dans les ateliers, je ne prétends pas transmettre des savoirs à des migrants. Donc, on parle souvent de savoir des migrants, mais dans les ateliers, je ne prétends pas leur permettre d'acquérir des savoirs. Je prétends plutôt les inviter à mettre en lumière les savoirs qu'ils portent déjà, acquis au pays d'origine et durant l'expérience migratoire. Donc voilà, juste pour clarifier un petit peu. Et alors, les ateliers d'écriture que j'ai animés fonctionnent à partir de 3 fondements. Alors, juste pour dire, ces ateliers d'écriture sont un moment aussi un des outils de ma recherche actuelle. Donc, dans ma recherche actuelle, il y a effectivement, j'ethnographie 2 associations principalement, mais je suis en contact avec une vingtaine, une trentaine d'autres interlocuteurs issus d'autres associations. Et donc, dans les associations que j'ethnographie, j'observe des cours. J'observe et je participe aussi à des moments plus informels qui se passent dans les couloirs de l'alphabétisation, qui sont très importants. Je mène des entretiens, évidemment, et je mène aussi des ateliers d'écriture. Donc, maintenant, j'en viens au fondement des ateliers d'écriture. Donc, dans ces ateliers d'écriture, j'invite les migrants à parler et écrire pour rendre compte, 1, de leur expérience migratoire, comme ils le veulent, en taisant ce qu'ils veulent aussi. 2, pour rendre compte de leur culture, acquise et construite dans leur pays d'origine et ici. Et 3, pour rendre compte du regard qu'ils portent sur l'Europe de l'Ouest où ils sont arrivés. Voilà, donc un petit peu pour préciser. Je vais essayer de me débrouiller aussi avec ces feuilles. Voilà, donc je suis bien là maintenant, page 3. Voilà. Alors, j'ai parlé de culture, donc quand je parle de culture, je parle plus précisément d'ensemble de pratiques, conceptions, perspectives et savoirs conscients en devenir permanent, relatifs à plein de choses, au langage, à la mémoire, à la danse, le chant, l'accueil, l'éducation des enfants, entre autres. Et si la culture portée par chaque migrant de mes terrains représente un ensemble de savoirs, elle naît aussi, d'après ce qui m'a été donné à observer, de la manière dont ces savoirs sont mobilisés pour résister et survivre à différentes expériences de domination que j'appellerais notamment coloniales et post-coloniales. Donc la culture est à la fois quelque chose qui peut être appréhendé comme culturel, comme une culture transmise, et évidemment rejouée, transformée, mais aussi comme une culture qui naît et se construit dans la confrontation. Une confrontation qu'on n'a pas forcément choisie.
Alors j'ajouterai que les analyses et postures critiques des migrants de mes terrains s'expriment en général, que ce soit à l'oral et à l'écrit, et quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue française. Elles s'expriment donc à travers un langage souvent précis, chargé d'une forte puissance d'évocation, langage métaphorique, ou parfois très brut, mais toujours à partir d'une approche phénoménologique, c'est-à-dire à partir d'une description précise des faits, sentiments et vécus qui sont évoqués. Alors à présent, je vais donner quelques exemples, et après j'essaierai de les retrouver dans mes feuilles. Donc je vais lire quelques extraits de textes qui sont issus de ces ateliers d'écriture. À l'entrée, là, il y a toute une série de livres qui ont été produits par Culture et Santé et qui sont nés dans les ateliers d'écriture que j'animais à Culture et Santé. Alors je vais lire un texte là d'une auteure qui s'appelle Zoubida Ben. Alors simplement pour que vous voyez, les livres sont sans images. Ils sont comme des livres normaux, des livres libres. Donc ils doivent être jugés pour les textes qui sont dedans et pas parce que ce serait écrit par des migrants ou des personnes en voie d'alphabétisation. Donc je vais citer un premier texte qui s'appelle « Ne pleure pas pour moi ». Ne pleure pas pour moi, je suis un arbre magique. En hiver, il me coupe les branches, il blesse mon cœur. Ne pleure pas pour moi, je suis habitué aux blessures. Il y a le ciel qui me couvre, la pluie qui me rose et le soleil qui me sauve. Vient le printemps, mes branches poussent, mes feuilles s'ouvrent. Je me maquille avec mes fleurs. Je montre ma beauté, je cache mes douleurs. Ne pleure pas pour moi. Le vent doux qui souffle caresse mon cœur, me rend heureuse. J'oublie les lames qui me coupent. Ne pleure pas pour moi. Mes racines sont toujours vivantes. Elles s'enfoncent dans la terre qui me donne de la force. Ne pleure pas pour moi. Je suis un arbre magique, mes fruits sont transparents. Ne pleure pas pour moi. Donc là, on a un texte, je ne vais pas épiloguer dessus, mais bon, qui parle déjà par lui-même. Mais si je devais dire ce que j'en retiens moi, entre autres, une part de ce que j'en retiens, c'est un texte qui évoque évidemment l'exil et le sentiment que les racines sont toujours vivantes, même si la personne qui a écrit ce texte se sent arrachée à ses racines. Et que c'est quand même ces racines, malgré l'éloignement, qui continuent à la nourrir et à lui permettre de survivre, malgré l'hiver qu'elle évoque, l'hiver pouvant être non seulement le froid de la Belgique, sans doute, mais l'immigration déjà en soi et l'exil. Maintenant, je vais lire quelques extraits deux textes collectifs cette fois-ci. Certains ont été écrits, certains ont été parlés et j'ai ou une autre personne de l'atelier a retranscrit, noté et retranscrit. Donc c'est un atelier qui avait été mené à Culture et Santé, qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Cahier de doléances, adresse aux décideurs. Alors je vais citer quelques extraits. Alors premier extrait. Quand une personne migrante ne parle pas bien, l'infirmière, la secrétaire, l'assistante sociale, parfois, souvent, ne nous regarde pas bien, diminue notre humanité. 2. J'ai mis dans ma tête la certitude que personne ici ne me donnera sa tendresse et que je ne dois pas l'attendre. On ne nous accepte pas. On nous donne des conditions, on ne nous donne pas des conditions pour nous accepter. Dans un pays comme le nôtre, le Maroc, et tant d'autres où il existe encore une solidarité populaire de peuple à peuple, il n'y a pas de méfiance envers l'étranger, pas de rejet. Et puis, à un moment donné, il est écrit comme doléance, faites savoir que dans le Maghreb, l'islam que l'on présente ici comme une menace, c'est ce qui nous rend toléreux, respectueux, ouverts aux étrangers. Donc ça, c'est un texte écrit, conçu collectivement, par un groupe de migrants dans un atelier. Quelques autres extraits, donc ça concerne les gouvernements des pays quittés. Donc nos gouvernements sont dans le coma, il est sans doute trop tard pour la réanimation. Le Maroc exporte toutes ses richesses, fruits et légumes. Au Maroc, au marché, on ne trouve que des déchets à acheter. Au Maroc, le pays du poisson, on ne mange plus le poisson de qualité, ils partent tous. Et ici, la troisième génération de Marocains reste fidèle à la Belgique. Adolescents, ils ne veulent même plus partir, dans le sens de retourner vivre au Maroc. Pourquoi ces enfants n'ont pas tous les moyens, des droits donnés pour bien s'intégrer ici, qu'ils considèrent comme leur pays? Pourquoi les prisons sont pleines d'immigrés ou de jeunes d'origine immigrée? Et là, il y a une doléance qui est que le Maroc cesse d'envoyer les fruits de son agriculture ailleurs, en Europe. Permettez-lui de garder ses richesses et les fruits avec lesquels il peut se nourrir. Et je vais citer encore un petit passage, si je ne me trompe pas. Le vrai problème est celui du regard. On pense que ceux qui viennent d'arriver ici n'ont pas de cerveau, qu'ils sont bêtes, qu'ils n'ont pas un niveau de réflexion élevé. Oui, c'est vrai, je connais des hommes venus d'Afrique avec des diplômes très importants et on les considère comme des riens. Donc vous voyez, ce sont des textes qui sont qui relèvent là directement de ce que j'ai nommé une posture réflexive et à la fois critique aussi.
Voilà, donc j'essaie de me retrouver, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, petite pause, mais je vais essayer de respecter, voilà. Ah voilà, donc ces extraits de texte, tout ce que je viens de lire là, à mes yeux nous renvoient directement à la discrimination, à ce que j'appellerais la discrimination raciale globalisée, ou ce que le politiste Achille Mbembe nomme la nécropolitique. Donc la nécropolitique, c'est la politique qui donne la mort. Norman Ajari, qui est un philosophe français, a repris le concept et là, lui, il parle de thanatopolitique pour la politique qui donne la mort, et nécropolitique, ça signifie la politique qui instille la mort dans l'existence, en l'occurrence des personnes racisées, c'est-à-dire discriminées en fonction de leur origine. Alors cette politique raciale ou cette politique de discrimination raciale globalisée, elle intervient à 3 niveaux, et c'est à ces 3 niveaux que nous renvoient les textes que je viens de lire. Premièrement, un niveau géopolitique international, donc vraiment entre nations, un niveau frontalier et un niveau que j'appellerais local, c'est-à-dire concernant la société européenne. Alors au niveau géopolitique, le départ du pays, le voyage, l'exil sont directement liés à la dimension internationale de la discrimination raciale. Il suffit de mettre en perspective le départ, l'immigration, avec 2 données pour se rendre compte de cela. Alors, la première donnée, ce sont les chiffres de la pauvreté dans le monde, de la pauvreté multidimensionnelle, pour reprendre l'expression du programme des Nations Unies pour le développement. Donc je cite les chiffres de ce rapport. Il y a dans le monde 1,3 milliard de pauvres, dont 560 millions en Afrique, soit 61%. En comparaison, en Europe, c'est 4 millions de pauvres. On peut mobiliser cette donnée avec les chiffres rendant compte de ce qui sort des pays extra-occidentaux, ressources, pétrole, coltan, colbate, et à quel prix financier et humain. Et, en comparaison, ce qui y entre, marchandises manufacturées, et à quel prix. Ces données, en tout cas, rendent compte de l'impact de ce que Mbembe a appelé la nécropolitique sur le choix du départ. Et il rend compte aussi du fait que, contrairement au récit qu'on entend souvent comme quoi l'Afrique vivrait sous perfusion, c'est peut-être bien l'Europe qui vit sous perfusion. Voilà. Et la perfusion a comme source, entre autres, l'Afrique. Alors, au niveau frontalier, je vais juste donner un chiffre de cette nécropolitique. Entre 2014 et 2018, il y a eu 17 000 morts noyés en Méditerranée, morts conséquentes aux politiques migratoires et frontalières européennes. Et alors, au niveau local, européen, il y a les chiffres liés à la discrimination à l'embauche, la discrimination à l'emploi, des personnes d'origine immigrée, comme on dit, lié aussi au contact avec la police, avec les forces de l'ordre. Alors là, vous me demandiez l'autre fois si les migrants de mon public portaient des stigmates liés au racisme qu'ils vivaient. Alors oui, ils ont conscience du racisme dont ils sont la cible, ils le remarquent, ils le vivent, mais sur mon terrain en tout cas, la grande majorité des migrants que j'ai rencontrés sont armés, on va dire, de tellement de ressources symboliques que finalement ils mettent assez facilement à distance ce racisme. Il les impacte peu. Il les impacte par contre à travers leurs enfants. À travers leurs enfants qui sont nés ici ou qui vont grandir ici, sont arrivés jeunes ici, parce que eux, ils le savent, vont vivre les discriminations raciales, vont vivre dans une société où la majorité est blanche ou redescendante, et il y a des discriminations raciales. Alors je vais donner un exemple de ce qui nourrit cette souffrance, qui en rend compte, en tout cas cette souffrance. C'est par exemple une maman marocaine qui me fait part du fait que lorsque son fils a eu 14 ans, elle lui a dit, voilà, quand tu es dans la rue, tu ne cours jamais. Par exemple, pour attraper un tram. Pourquoi ? Parce qu'un arabe ou un noir qui court, ce sont les mots de la maman, est susceptible d'être ensuite la cible d'une interpellation policière problématique, pour ne pas dire brutale. Voilà. Alors ça renvoie, cette donnée-là renvoie directement à l'ouvrage de Didier Fassin, d'anthropologie de la police des quartiers populaires en France, qui s'appelle La force de l'ordre, où il raconte comment la politique discriminatoire et racialement marquée de la police française modèle le corps en fait des personnes racisées, c'est-à-dire elle modèle les réflexes, le vécu de ce corps et même des fois les gestes de ce corps pour pouvoir survivre et éviter toute une série de pressions dont on pourra en donner plus de détails plus tard, parce que ça, en fait, c'est directement lié aux questions qui nous intéressent ici en fait. Alors pour conclure, je poserai simplement quelques questions. Je me demande donc qu'est-ce que les travailleurs associatifs peuvent faire des savoirs portés par les migrants, des savoirs et perspectives portés par les migrants. Comment ne pas occulter ces savoirs ? Est-ce que les travailleurs associatifs sont équipés pour ne pas occulter ces savoirs ? C'est une question.
Les discours qui nourrissent et justifient les discriminations raciales impactent-ils les travailleurs de l'alphabétisation? Ou au contraire, le fait d'être en contact quotidien avec les migrants permet de relativiser cet impact ou de l'empêcher? Les travailleurs de l'alphabétisation sont en première ligne et vivent un contact privilégié, quotidien et de longue durée avec les migrants, ce qui est une situation très particulière. Comment peuvent-ils témoigner et sont-ils équipés pour témoigner des savoirs et perspectives portés par les migrants, à l'heure où chaque discours compte, susceptible de fabriquer ou déconstruire les représentations qui servent d'argument à la discrimination raciale globalisée? Voilà. Merci. Mais merci à vous. Et vos dernières questions, en fait, sont les questions que j'avais envie de vous poser. Et puis c'est un miroir que j'avais envie de vous tendre aussi. Avant de revenir vers vous, parce que je pense que c'est important, qui ici fait partie justement de ces travailleurs de terrain? Est-ce que dans la salle ce soir, ce sont essentiellement effectivement des personnes qui sont en contact avec ces groupes, avec l'alphabétisation? Est-ce que vous êtes sur ce terrain-là ou pas du tout? Alors on lève la main. Qui fait partie des travailleurs de terrain? Ce sera plus simple de demander à ceux qui n'en font pas partie de lever la main. Donc qui n'en fait pas partie? Ok, voilà, ok, donc voilà, comme ça les choses sont claires, en tout cas pour moi. Et donc je vais vous demander à vous, du coup, d'excuser la naïveté de certaines des questions que je vais poser, parce que moi je ne fais pas partie de ces travailleurs de terrain, et que par rapport à ce que je viens d'entendre, il y a plein de questions qui émergent. Et peut-être qu'elles vont vous sembler naïves ou bêtes, ou peut-être qu'elles ne mériteront pas de réponse, mais je tente quand même le coup. Et je vais tout de suite aller vers toi, Thierry, quand tu parles de cette position de domination. Et je vais te demander, mais Jérémy peut aussi répondre à la question, qu'est-ce qui est mis en place finalement par rapport aux travailleurs de terrain avant de les lancer dans, si pas cette arène, mais en tout cas cette aventure-là, pour qu'ils prennent conscience que d'emblée, sans même qu'ils ne le veuillent ou qu'ils n'en soient conscients eux-mêmes, il va y avoir cette distance-là, cette position de domination, et pour qu'ils puissent travailler sur cette distance. Est-ce que des choses sont mises en place? Est-ce qu'il y a ce temps de recul peut-être nécessaire ou pas? Alors il y a certainement des choses qui sont mises en place, mais d'abord il y a une implication personnelle de chaque formateur, de chaque animateur, qui doit se dire à un moment donné, eh bien je ne fais pas un métier comme les autres. Je vais travailler avec l'humain, avec l'humanité. Et travailler avec l'humain, avec l'humanité, eh bien ça touche plein d'éléments. Et ça touche bien autre chose qu'une méthodologie d'apprentissage. Je pense que pour aborder le terrain qui nous concerne, il faut... Alors, je ne sais plus qui disait, pour travailler sur l'émancipation, il faut être émancipé soi-même. Ou en tout cas, être sur le chemin de l'émancipation. Et je pense que chaque travailleur social, chaque travailleuse sociale, chaque intervenante, chaque intervenant doit faire ce travail de se dire, eh bien ça va au-delà que simplement, et c'est déjà beaucoup, que simplement un apprentissage d'une langue. Alors on va prendre cette langue, cette fameuse langue, la langue française. Mais enfin, excuse-moi, Oui. ce que tu dis, on peut appliquer ça à plein d'autres domaines, quoi. Je veux dire, ce que tu dis, on pourrait le reproduire exactement par rapport à tout ce qui concerne l'enseignement, les profs. Enfin, moi, je suis désolée, tu vois, et c'est pas une minorité de gens. Ce que tu dis, on pourrait aussi le reproduire tel quel dans tout ce qui est soin à la personne, dans tout ce qui est le care. Et ça concerne de la crèche aux maisons de retraite, en passant par les infirmières et tout, tu vois. Donc, j'entends ça. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier par rapport à ce type d'apprentissage-là? Alors, je suis d'accord avec toi, parce que ça touche l'ensemble de la société, ces questions.
sur Bruxelles, Évidemment. que ça soit l'accueil de la petite enfance, à un moment donné, on va rencontrer l'autre avec un contact avec l'enfant qui va être différent d'une culture ou d'une autre. Donc effectivement, comme tu le disais justement, ça touche l'ensemble de la société. Alors qu'est-ce qui est particulier dans notre domaine? Ben, je dirais qu'il y a cet apprentissage. Cet apprentissage dans l'alphabétisation, donc il y a un apprentissage d'une langue, de la langue française. Et on va être devant des personnes, et on va les regarder et on va leur dire « Mais oui, mais c'est évident que vous savez plein de choses. C'est évident qu'une telle dame, un tel monsieur qui vient d'un tel quartier, d'un tel pays, il y a une connaissance gigantesque. Sauf que, ici dans le pays d'accueil, il y a une hiérarchisation des savoirs. Et que le savoir que tu apportes, on ne va pas tellement en prendre compte dans le cadre du développement des plans d'alphabétisation sur Bruxelles. Et c'est pour ça que, et je ne jette la pierre à personne, moi je suis dans le cas aussi, c'est pour ça que je trouve particulièrement intéressant ce développement d'ateliers et cette notion de création et de développement de processus artistiques. Parce que c'est un champ qui va nous permettre justement, non pas de mettre en avant des savoirs, parce que mettre en avant des savoirs, ça peut tourner à vraiment, c'est les, tiens, on a une personne qui fait du pain dans son pays, et ben il y a une transmission des savoirs, il va nous apprendre à faire le pain, on en a quelque part rien à foutre. Mais c'est plus une co-construction à l'intérieur des ateliers. Et c'est-à-dire que cette hiérarchisation des savoirs qui peut se trouver dans un apprentissage du français, à l'intérieur des ateliers artistiques, tout peut être remis au même niveau, égal à égal. Et là, ça rejoint toutes les philosophies de pédagogie particulière de Paulo Freire, pédagogie pour l'opprimé, etc., etc. Et à l'intérieur maintenant du plan d'alphabétisation ici sur Bruxelles, les formateurs, waouh, c'est super chaud. C'est super chaud ce qu'on leur demande. Le nombre d'heures, le nombre d'apprenants, etc., etc., etc. Et on essaie de parer à l'urgence. Et je pense que, ici, ce qu'on a vu dans ce mois au niveau de l'art et alpha, je pense que là, il y a un domaine qu'on peut véritablement, en étant dans le secteur de l'alphabétisation, investir pour retrouver cette co-construction des savoirs. C'est ni une mise en avant de savoirs particuliers, c'est une co-construction. C'est clair. Ma question néanmoins était quand même, qu'est-ce qui est mis en place par rapport aux apprenants justement, pour les aider dans cette démarche-là? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour leur donner, je veux dire, ce recul, cette distance, pour faire en sorte qu'ils ne soient plus de facto dans cette situation de dominant? Peut-être Jérémy? Oui, je peux répondre en quelques mots. Ce que je veux dire, c'est que d'abord insister sur le fait que, comme l'a fait remarquer Thierry, les travailleurs de l'alphabétisation ou de l'enseignement français langue étrangère, qui est, comme on le voit à travers le nom de ce festival, repris sous le nom Alpha, ce qui peut être aussi questionnant, font un travail et sont dans une situation assez exceptionnelle. Et c'est un travail qui n'est pas toujours valorisé. Et c'est un travail qui demande une vraie présence. Ils assistent aussi des fois à des drames vécus en direct, de personnes qui ne sont pas encore régularisées, ou qui apprennent une très mauvaise nouvelle au pays, ou qui vivent toutes sortes de pressions. Donc ils sont quelque part, en tout cas, en mesure de partager avec leur public une certaine part d'expertise. La question, c'est de comment est-ce qu'on peut valoriser cette expertise et quoi mettre en place pour valoriser cette expertise. Donc je parle plus au niveau là, des travailleurs de l'alpha qu'au niveau du public migrant. Maintenant, pour le public migrant, ce que je pense, et ça fait des années que je me suis battu pour ça, mais sans obtenir gain de cause, donc je suis allé vers la recherche, c'est que systématiquement, dans toute structure, doivent être ouverts des espaces où le public migrant est amené, dès le niveau écrit 1, écrit 2, à être invité à faire sens
à partir de langue qu'il est en train d'apprendre, quelles que soient les fautes qu'il fait, mais de manière systémique. Ça ne doit pas remplacer les cours de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, où on apprend toutes les 650 règles du français, plus les 350 exceptions, qui sont parfois d'ailleurs en même temps. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la langue française, qui est une langue dont l'orthographe a été conçue volontairement comme discriminatoire. Donc quand on enseigne le français, on enseigne aussi malgré nous une blessure, quelque chose qui peut être vexatoire au public, ce qui n'est pas le cas pour toutes les langues. Hein. Voilà, toutes les langues ne sont pas aussi volontairement compliquées par leur orthographe que le français. Je pense qu'il faudrait que, de manière systémique, à côté des cours qui permettent tout simplement d'apprendre un français normé, voir aussi, est-ce que ce français doit être juste normé et juste utilitaire, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est une question aussi. Mais il est nécessaire d'apprendre un français normé pour s'en sortir dans un contexte inhospitalier, voire hostile parfois, dont j'ai un peu rendu compte là. Mais à côté, il faut aussi, de manière systémique, avoir des lieux où le public migrant peut commencer à s'emparer de cette langue pour parler de choses qui sont des choses liées à ses expériences et à ses savoirs d'adultes. Voilà. Je voudrais qu'on revienne, et vous avez en partie, en fait, c'est vous qui m'y amenez, justement sur le sous-titre de cette soirée. Donc, comment travailler cette complexité des liens entre alphabétisation, création et migration, et c'est surtout la deuxième partie qui m'intéresse, dans un contexte de discrimination économique, sociale et raciale. Alors, Thierry Barré, vous l'avez dit, vous avez une cinquantaine d'années, quand vous êtes... Petite, ça. Vous avez dit mâle dominant, une 50 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, je l'ai pas inventé quand même, le 50 ans. Donc vous avez une petite cinquantaine d'années. Une grande. Voilà, vous êtes quand même... Vous êtes dans l'éducation populaire depuis un certain nombre d'années, et nous ne dirons pas combien. Est-ce que, effectivement, je veux dire, aujourd'hui, les choses ont empiré? Est-ce qu'aujourd'hui, ces stigmatisations, ces souffrances, vous les voyez plus que vous ne les voyez il y a 10 ou 15 ans? Est-ce que le contexte, effectivement, est plus mauvais aujourd'hui? Alors, ben oui, le contexte est plus mauvais, est différent d'il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Il suffit de voir, d'entendre les débats qui ont commencé en France. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, au niveau d'une dame qui accompagnait une sortie d'école, pour se dire, mais quand on est une jeune fille, un jeune garçon, qu'on est de confession musulmane ou pas, qu'on est d'origine de quelque part, et on est tous origine de quelque part, et qu'on entend cette déflagration quotidienne, évidemment que ça nous touche au plus profond de notre... Ça les touche, mais ça nous touche au plus profond de notre chair. Et ça n'a pas arrêté, évidemment, de s'empirer. La crise économique est dans. Mais moi, j'ai pas envie d'être, là, ici, dans ma position, d'être une sorte de commentateur, et de se dire, tiens, ben oui, la langue française, c'est une langue de colonisation. De fait, c'est une langue assez complexe, mais comme d'autres langues. Mais on est ici, donc, en Belgique, et la langue française, elle est là. Et que pour faire un chemin vers l'émancipation, il va falloir apprendre une langue d'usage en Belgique, que ce soit le néerlandais, l'allemand ou le français. Ça, c'est un point. Et il y a des formations. Et il y a un plan d'alphabétisation qui a été mis, qui n'est pas, à mes yeux, assez ambitieux, mais qui a été mis en place. Ça, c'est un point. Deuxième point, on est ici dans l'art et l'alphabétisation. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut travailler sur ce parallélisme, sur ce partenariat entre alphabétisation et développement artistique? Et je pense que le développement artistique, les ateliers, ils peuvent être... ils peuvent faire preuve d'une certaine hétérotopie. Hétérotopie, c'est le lieu où on peut exercer une utopie. Alors, c'est pas des murs, c'est pas un espace, c'est un espace-temps.
l'hétérotopie, pour essayer une utopie. Et cette utopie-là, on peut se dire, pour l'émancipation des migrants qui sont stigmatisés, qui ont une place particulière dans notre société, eh bien l'utopie, c'est de travailler sur l'égalité des intelligences. Alors l'égalité des intelligences, hein, c'est dans le milieu de l'alpha, c'est un livre qui est connu ou peut-être, enfin j'en sais rien. En fait, je le connais, donc je suis dans le milieu de l'alpha, je dis il doit être connu. Donc c'est le philosophe Jacques Rancière qui arrive avec le maître ignorant. Et donc j'ai essayé de faire ce parallèle avec la création et l'alphabétisation, qui vient avec le maître ignorant, et qu'il explique que ce maître ignorant, qui a vraiment existé au XIXe siècle, le maître Giacotto, c'est un formateur, et il va prendre une langue à des élèves, une langue qu'il ne connaît pas. Il ne connaît absolument pas la langue, et il va leur apprendre cette langue, et lui-même va l'apprendre. Ça, c'est extraordinaire. Et il va développer tout un projet pédagogique, et ce projet, en fait, il met à mal toute la pédagogie de la domination et de l'ethnocentrisme dans laquelle on a été baigné. En gros, la pédagogie de la domination ou du maître explicateur, c'est, dans notre pédagogie, on a toujours besoin de quelqu'un qui va expliquer quelque chose. Ok. Sauf que on est toujours en retard d'une connaissance. Et on va incorporer, dans notre pédagogie, mais du tout début, on va incorporer ce savant, cette figure du savant. Et nous, on va courir après ce savoir à en perdre haleine, et on va se mettre dans une case particulière. Et cette case particulière, elle est encore plus intense par rapport aux personnes qui viennent du pays d'accueil. Parce que ce sont des personnes qui sont des plus stigmatisées à l'intérieur de notre société et qui sont les moins valorisées. Et alors, cette utopie du maître ignorant, d'une pédagogie, mais c'est la pédagogie, c'est pas l'eau frère, hein, c'est de se dire, eh bien, on n'a rien à expliquer à personne. Et on va mettre tout sur la table. Il n'y a plus de fonction particulière. Et on va apprendre ensemble. Alors, étant dans le milieu de l'alphabétisation depuis bien longtemps, triturant ces questions aussi depuis bien longtemps, soyons logiques, à l'intérieur d'une classe d'alphabétisation, c'est chaud d'arriver de se dire, bon, on met tout sur la table et moi je ne connais pas, toi tu ne connais pas, et on va apprendre à lire et écrire. C'est chaud. En néerlandais peut-être alors? Ben, peut-être en allemand aussi. Oui, si vous vous y mettiez. Ben, pourquoi pas? C'est par ailleurs possible, hein, mais je disais tout à l'heure, on est serré comme des citrons, on est pressé comme des citrons. Il faut une rentabilité. Et les ateliers artistiques, ils permettent ça. Ils permettent complètement ça. Je voudrais qu'on rebondisse sur la rentabilité et le pressé comme des citrons. Parce que, toujours avec des questions très naïves, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites on est pressé comme des citrons et il faut une rentabilité, concrètement? Concrètement, l'alphabétisation, c'est plusieurs secteurs. Hein, il y a l'insertion socio-professionnelle, il y a les opérateurs linguistiques, il y a la cohésion sociale. Si je prends les opérateurs linguistiques, eh bien, un formateur va donner 20 heures de formation d'alphabétisation, peut donner 20 heures de formation d'alphabétisation par semaine. Ça, c'est assez chaud. Et il va avoir un minimum requis de personnes présentes dans la classe. Ce sont, et si je prends une population qui vient d'arriver, qui sont des primo-arrivants qui viennent d'arriver, ce sont des personnes qui ne se sont pratiquement jamais assises autour d'une table pendant 2 heures, 3 heures. Et donc, ils vont là, arriver dans un pays d'accueil, et ils vont se mettre autour d'une table avec un professeur, et pendant 4 heures, on va leur apprendre, on va tenter, on va mettre une énergie folle à leur apprendre les b.a.-ba du français. Et donc, c'est une pression énorme par rapport aux formateurs. Dans le cadre de la cohésion sociale, lorsqu'on dépose un dossier, on ne va pas déposer un dossier en disant, bon, pour un formateur, on va mettre 8 personnes.
il peut encadrer 8 personnes, ça c'est bon, quoi. Ah ben non, hein. Parce qu'il y a du quantitatif qu'il faut effectivement faire. Et donc, à un moment donné, on demande aux formateurs, aux intervenants sociaux, des choses qui humainement sont difficiles à vivre. Et à ce moment-là, on peut parfois tomber dans des travers, mais qui sont juste, peut-être pas normales, mais compréhensibles. Donc c'est ça, vraiment, ce quantitatif, cette pression qui est mise à l'intérieur du secteur d'alphabétisation. Ça va ? Parfait. Jérémy, je pense que personne n'a rien appris à part moi, mais je suis très contente. Voilà. Jérémy, par rapport à ce qui vient d'être dit. Par rapport, si je reviens juste à la question d'avant sur est-ce que les choses s'empirent au niveau des discriminations économiques, sociales et raciales. En général, la discrimination raciale combine les trois. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination économique ou sociale ou classiale, etc. C'est toujours des phénomènes qui sont en sans cesse recomposition. C'est-à-dire les discriminations raciales de cette année 2019 ne sont pas les mêmes que celles des années 2000. Il y a évidemment un continuum. Mais nous sommes dans une phase de violence accrue qui d'ailleurs frappe, se dit à travers l'émergence de pouvoirs de plus en plus mêlés aux extrêmes droites en Europe, et puis dans les à côté de l'Europe, on ne sait pas trop si c'est vraiment l'Occident ou pas, comme la Hongrie par exemple, il y a des extrêmes droites qui montent. Donc oui, on est dans une situation excessivement tendue. Il y avait une conférence de Éric Fassin, notamment le sociologue français, qui expliquait en gros que, par exemple, l'attaque contre la théorie du genre, la dite théorie du genre, était le cheval de Troie des extrêmes droites au niveau international. Ça ressortait. Et donc, on le voit aux États-Unis, au Brésil, en Hongrie, en Italie, etc. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est. Et tout le monde ne va pas être cible de ces politiques-là à la même vitesse. L'origine détermine aussi la rapidité de la possibilité d'être frappé par ces politiques-là. Maintenant, je voulais juste dire une chose par rapport à ce qu'évoquait Thierry sur la question d'atelier artistique qui serait un atelier où on apprend autrement et dans un moment donné où il n'y a pas d'enjeu de domination et de maître qui ne soit pas aussi un maître ignorant, etc. Alors, pour moi, dans les ateliers artistiques, ça peut se passer comme ça peut se passer aussi autrement. Le fait de faire un atelier artistique n'induit pas du tout qu'on va éviter des situations de pouvoir ou d'infantilisation, bien au contraire. Par contre, et là j'en parlerai puisque le CEDAS est à côté de moi par le biais de son directeur, qui est aussi un simple acteur quand ils font une pièce de théâtre. Par exemple, j'ai vu plusieurs pièces de théâtre issues des milieux de l'alpha. Il y en a que j'ai trouvé absolument épouvantables, pas pour des raisons simplement esthétiques, mais parce que les personnes ne s'étaient pas donné les moyens de comprendre avec quels moyens est-ce qu'ils travaillaient. Et c'est la base même on peut faire même une pièce de théâtre de 5 minutes extraordinaire sans jamais avoir été un acteur. Mais il faut savoir les moyens qu'on a à disposition. Et ce qui m'a frappé dans les spectacles que montre le CEDAS, c'est qu'il y a cette écoute qui est faite aux moyens que chacun apporte et aux moyens dont dispose l'association, après en termes d'éclairage, en termes de temps de répétition, etc. Et finalement, ça produit quelque chose d'assez cohérent, duquel aucun participant ne sort ridiculisé, par exemple. J'ai vu, en dehors de celle du CH, j'ai vu une fois une pièce de théâtre où il y avait un travailleur associatif blanc qui hurlait sur scène en disant Mamadou, tu as connu le racisme parce que tu étais noir, mais parce que les gens ne connaissaient pas ton âme. Mais pour de vrai, là je cite, et le public migrant virevoltait sur la scène dans l'ombre, et donc servait de caution à permettre à ce travailleur associatif, par ailleurs fort bienveillant, de lâcher son ego et de se ridiculiser aussi lui-même. Enfin voilà, c'était assez terrible. Ce qui est intéressant dans les productions du CEDAS, et ce serait très compliqué d'expliciter et de savoir pourquoi ça marche. Je peux donner juste une piste de ce que j'en ai compris, puisque Thierry m'avait demandé à un moment donné de faire des entretiens sur cette expérience-là, après me l'avoir montré. Je vais donner un très court exemple. Il y avait une des premières pièces que vous aviez fait, où à un moment donné, il y avait une maman tchétchène qui était là, donc immigrée,
et qui racontait l'histoire c'est pourquoi les Tchétchènes ne mangent pas de poisson, parce que, je ne sais plus en quelle année du 19e siècle, si je ne me trompe pas, des Tchétchènes ont été expulsés de Russie en bateau, et le bateau a coulé, et ils ont tous été noyés, et ils ont été mangés vraisemblablement par les poissons. Et donc, mais elle ne voulait pas, par exemple, dire cette histoire sur scène. Soit parce que c'était trop émouvant, soit parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez en maîtrise du français. Alors le CEDAS a suivi simplement la voix à part égale d'écoute de cette personne, et a enregistré son texte. Et alors, à la fin, au niveau du spectacle, pour parler très concrètement, elle était sur scène assise, très dignement, et il y avait sa voix qui sortait. C'était encore beaucoup plus fort même que si elle l'avait dit avec un micro ou debout. Et ces deux filles exécutaient au même moment une danse tchétchène, mais maîtrisée au plus haut point. C'est-à-dire qui demande une virtuosité, une technicité extraordinaire. Et tout ça très discrètement, sans être... Et donc ça fonctionne, c'était absolument déchirant parce que c'était congruent au niveau artistique, parce que la manière de travailler avait été congruente. Et aussi une chose, c'est que dans les spectacles du CEDAS, c'est ça qui m'a frappé, et je ne suis pas là pour faire la promotion du CEDAS, hein, je vous le dis tout de suite, mais je ne peux que dire ce que j'ai vu et penser à partir de ce qui m'a été donné à voir. Il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que sur scène, il y a le public, il y a aussi les travailleurs. Et là, alors évidemment, une part un peu plus large est donnée au public, mais les travailleurs sont là aussi et parlent aussi de leur propre expérience et se situent subjectivement. C'est-à-dire, ils mobilisent ce que l'anthropologue Didier Fassin nomme le régime subjectif de connaissance. Et le régime objectif de connaissance, les livres qu'on lit, les discussions qu'on a, ce qu'on apprend en écoutant les autres, et subjectif, c'est par rapport à notre expérience. Or, le CEDAS s'inscrit notamment à travers ces pièces, les travailleurs du CEDAS, qui sont majoritairement issus de milieux ouvriers, s'inscrivent dans une identité minoritaire, ouvrière, forte, et entre autres wallonne, en tout cas en partie. Et donc, c'est de cette identité-là que parlent les travailleurs, et les travailleurs viennent en portant leur propre régime de connaissances subjectives, au même titre que le public. Et donc, il y a une vraie prise de risque à ce moment-là. C'est pas qu'ils disent « moi aussi j'ai souffert, j'ai des choses à dire ». C'est pas ça, ce qui serait absolument grossier. C'est simplement qu'ils disent, voilà, je viens de là, quelque part. Donc, et là, on est vraiment entre des personnes qui viennent de là, même si, évidemment, l'expérience de quelqu'un d'un milieu ouvrier blanc n'est pas la même que d'une personne migrante racisée, qu'on dira racisée, c'est-à-dire susceptible d'être victime de discrimination liée à son origine. Voilà. Est-ce que ça a toujours été comme ça, Thierry, ou est-ce qu'il y a eu un moment de basculement, une prise de conscience ? Oui, il y a eu un moment de basculement. Et alors ce moment de basculement, et tu parlais d'infantilisation, on l'a vécu ensemble. Alors il y a une époque lointaine, Jérémy et moi, on était jeunes, hein, on était jeunes. Voilà, pas plus. Hein. Et nous étions collègues. Et on assiste. Et donc on est des jeunes loups dans l'éducation populaire, plein de vigueur, on pense que tout le milieu associatif est de gauche, et qu'on est tous conscientisés etc., etc. Et puis on va assister à un festival. Et à cette époque, on travaille les arts de l'oralité de quartier. C'est le tout début. Hein, ça commence. Et on voit, hein, dans le programme, tiens, il y a une autre association, peu importe laquelle, qui fait du conte. Et on se dit, waouh, génial, Jérém, quoi, cool, on va aller voir ça. Et puis, on regarde devant nous et on voit défiler des apprenants avec un dessin. Et donc, et à chaque fois, il y a une phrase qui accompagne le dessin. Et donc, tous les dessins mis ensemble, ça fait l'histoire. Avec une difficulté de dire de dire la phrase. Et donc, c'est une phrase qui est apprise par cœur. Donc voilà. Et puis, boum, rebelote. Il y a une autre scène qui arrive. Et là, c'est une chorale. Je dis, chouette, une chorale, quoi. Enfin, et on voit des hommes, des femmes d'une quarantaine d'années qui ont un vécu quand même de migration avec des expériences fortes.
conséquentes qui vont se mettre à chanter, et il y a une animatrice qui est là, qui est une animatrice et qui va faire une sorte de chef de chorale, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, et alors on y va. Entre chorale et danse, oui. C'était un truc, hein, oui, et on y va, et on va voir ces hommes et ces femmes se faire humilier devant nous, parce qu'ils vont chanter « Ma maman ne veut pas que je danse, nanana, nanana, que je danse la polka. » Et on va voir des femmes qui vont faire une sorte de geste malhabile, comme ça, en... Waouh! Et puis, je pense que Jérémy, qui avait, je vais dire, toute son histoire et ses expériences, et moi de mon côté aussi avec d'autres expériences, ça nous a marqué. Et en tout cas pour moi, ça a été le début d'une conscientisation de savoir mais dans quel jeu on joue précisément. Jérémy tout à l'heure a utilisé lors de son dernière intervention le mot infantilisé. Eh bien, je vais faire un truc. Tu veux tenir mon micro? Oui, bien sûr. Donc, je renvoie mon micro. Donc il y a un test pour voir si on est vraiment dans l'infantilisation, dans la démarche artistique, et quelque part être dans la même lignée que la fameuse polka. Il y a ça. En gros, quand vous allez voir un processus, un objet artistique qui est fait dans le cadre de l'alphabétisation, si vous vous dites « Oh ben tiens, un gosse de 8 ans, il aurait pu faire la même chose », ça craint. Ça craint à mort. Et ce terme d'infantilisation dans le cadre de l'alphabétisation et dans le cadre du domaine artistique, eh bien, on identifie, on identifie le migrant, il y a une identification du migrant comme un grand enfant. Et ce fameux grand enfant, eh bien, on l'a connu, nous les colons, de l'époque de la colonisation. Et donc il y a, et on est très 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 loin d'une majorité dans le cadre de l'alphabétisation. Ça veut dire que tout le monde y va, quoi. Mais je pense que c'est important d'être conscient dans ce qu'il se joue à l'intérieur des classes et à l'intérieur des activités artistiques dans l'alphabétisation et ailleurs, et vraiment ailleurs. Et donc pour répondre à ta question, oui, il y a eu un début, il y a eu un clash, il y a eu un éclair, on a été quoi, Jérémy? Surpris. Conscientisé en tout cas. Je veux juste mettre un bémol, tu sais, si tu vas de temps en temps voir des expos, ou bien si tu te balades dans des musées d'art contemporain, genre, ouais, mon enfant de 8 ans peut faire la même chose, on l'entend devant des Picasso ou des Mondrian. Oui, mais il y a un processus. Là, c'est autre chose. Ils ne sont pas vendus au même prix. Ben, ça ne se vend pas, d'ailleurs ça n'a pas de prix. Ça n'en a plus. Oh, on est bien d'accord. Avant de donner la parole à tous ceux qui sont là et de pouvoir permettre toute une série d'échanges, je voudrais vous demander peut-être, j'aime pas le mot anecdote, même si, voilà, mais en pensant à cette soirée et du coup aussi en revisitant vos propres histoires dans ce contexte, est-ce qu'il y a une histoire qui vous est revenue, une image, un nom, un prénom, quelque chose qui vous est particulièrement touché? Thierry? Pourquoi toujours moi? Jérémy. Si je peux peut-être t'aider, peut-être défiler un fil, il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui m'a profondément, moi, touché, c'est le mot justesse. Et je sais que c'est un mot que tu utilises souvent. Le fait qu'il faut que les choses soient justes, que l'on soit
dans la justesse. Et puis aussi, le mot de savoir, d'entendre dire parfois que les gens qu'on a en face de nous, non, ils ne sont pas sans savoir, ils ne sont pas sans compétences, ils ne maîtrisent pas la langue, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont sans savoir, sans compétences. Mais alors, une anecdote, enfin non, c'est une aventure collective que je mène depuis 2 ans, 3 ans avec un groupe au niveau du théâtre. Dans une des présentations, j'avais mis, oui, chercheur en sciences de l'éducation, blablabla, bla, bla, metteur en scène, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, j'aurais dû mettre co-metteur en scène. Parce que je ne suis pas metteur en scène, hein. Je n'ai pas été à l'école pour être metteur en scène. Mais il y a une pratique de la mise en scène qui s'est développée à l'intérieur de l'atelier. Et cette pratique particulière de la mise en scène, on l'a co-construit avec des personnes qui font partie de l'atelier, qui sont maintenant des compagnonnes et des compagnons de route, véritablement. Et ensemble, il y a eu vraiment une marque par rapport à ce qu'on présentait sur scène. Et je ne suis pas arrivé comme un professionnel, comme un tireur de ficelle, comme quelqu'un qui était de loin. On n'était pas du tout, qui avait l'idée de ce que c'était de bien mettre en scène. Pas du tout. On était là. Et on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Vraiment. Et les idées, elles fusaient. Et alors, au départ, quand on lance un groupe comme ça, généralement, je vous avais dit que je suis un dominant. Enfin, que j'ai une figure de dominant. Enfin, la figure, Bon, et donc, voilà, on a le groupe qui se réunit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et généralement, je fais une proposition, et les gens, ils se disent, ouais, c'est une belle proposition, ouais, on va prendre ça. Et avec le temps, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'on commençait à dire, non, c'est vraiment une idée foireuse, mec. On ne me disait pas ça comme ça. Alors, j'ai un exemple d'un choix musical pour terminer une pièce de théâtre. Et j'étais arrivé avec le truc de YouTube, tu sais, hop, j'avais tapé, il y avait le son, c'était magique. Je me dis, voilà, c'est avec ça, bonjour à tout le monde, c'est avec ça qu'on va finir le spectacle, quoi. Et puis de façon très... et puis en fait, il n'y a personne qui m'a répondu et on m'a nié. Je te jure, le groupe m'a nié complètement. Je dis, ah bon. Et puis le surlendemain, hop, il y en a 2, 3 qui sont arrivés avec d'autres sons. Et en fait, c'est ça cette co-construction, c'est de pouvoir complètement tirer la casquette qu'on a. Et je reviens avec ce tireur de ficelle pour faire pleinement, complètement confiance au groupe. Et de se dire, on est dans la même galère. Et quand Jérémy disait, tiens, il y a des travailleurs qui sont sur scène, c'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà, donc ça c'est l'anecdote, et donc c'est cette co-mise en scène. Jérémy ? Il y a beaucoup de choses, mais je réfléchis. Des fois, j'entends des discours antinatalistes, racialement marqués, et c'est-à-dire que chez certains hommes politiques éminents, dans les médias, chez certains pseudo-sociologues, et aussi parfois aussi dans les milieux de l'alphabétisation, il m'est arrivé d'entendre que quand même ces femmes faisaient beaucoup d'enfants. En l'occurrence, c'était des Guinéennes ou des Marocaines. Et surtout les Guinéennes, apparemment elles font beaucoup d'enfants, voilà ce qui était dit. Et ça m'avait choqué et ça m'avait marqué parce que d'abord ces femmes-là, guinéennes en l'occurrence, ne revendiquent pas forcément d'avoir une fertilité hyper féconde, mais par contre de s'occuper ultra correctement de leurs enfants. Et c'est une réparation par rapport à ce qu'a été la violence coloniale au niveau de la séparation des familles, qui est très bien racontée par Françoise Vergès dans Le ventre des femmes. C'est-à-dire dans les migrants de mes terrains, les femmes et migrants de mes terrains, évoquent souvent la question de l'éducation des enfants. Ils sont choqués ici, par exemple, par la socialisation précoce de l'enfant, à 3 mois en crèche. Ça ne veut pas dire que certains ne le pratiquent pas parce qu'ils sont mis au travail. Et que aussi ça m'a interrogé sur cette espèce de superstructure un peu associative qui reste, d'idées, comme quoi mettre les femmes au travail, ce serait forcément les libérer. Quelque part, ça participe aussi à la régulation de la natalité, puisque si elles travaillent plus tôt, elles font moins d'enfants. Donc il y a des choses comme ça qui rôdent, qui effectivement me touchent. Alors si je dois donner un exemple qui m'a ému ou touché,
C'est simplement une maman qui avait décidé de ne pas mettre ses enfants en crèche et qui s'en occupait, jusqu'à leurs 3-4 ans, et qui après s'est rendu compte qu'il y avait des voyages scolaires obligatoires à partir de l'âge de 5 ans. Et donc c'était une Albanaise, mais j'ai aussi le même récit par une Marocaine ou une Guinéenne, et qui va voir la directrice, dit voilà, je veux pas que mon fils parte. Et la directrice dit mais ça fait partie du projet de l'école et de l'autonomisation de l'enfant, puisque c'est à ce moment quelque chose qui est très en vogue, on va dire, à Bruxelles en tout cas. Et alors là, la maman, on comprend qu'elle ne peut pas faire le poids face à la directrice directement comme ça, donc elle dit non mais au niveau de votre discours, en fait, je suis pour. Je trouve ça super, d'ailleurs la première fois elle dit cette autonomisation. Quand elle raconte cette histoire, elle dit je trouve ça super, mais c'est juste que mon fils il peut pas, il pleure quand je lui dis qu'il va partir et qu'on ne pourra pas se parler pendant 5 jours, etc. Et c'est vrai, en plus c'est vrai, elle ne ment pas. Donc je trouve cette façon de pouvoir ruser pour finalement obtenir ce qu'elles veulent et être les maîtresses de leur choix éducatif et de ne pas être éloignées de leur enfant avant qu'elle ait décidé, c'est quelque chose qui me touche et pour lequel j'ai un infini respect. Voilà. Peut-être une dernière chose avant le dialogue avec la salle. Est-ce que ce qui se passe depuis maintenant quelques années, notamment par Maximilien, ces collectifs de citoyens qui accueillent, qui hébergent des migrants chez eux, est-ce que ça change? Est-ce que vous percevez un changement du coup par rapport aux populations avec lesquelles vous travaillez ou pas? Est-ce que quelque chose percole de ça? Peut-être aussi dans l'image qu'ils ont de... Alors, à cette question, je ne saurais pas répondre. Okay. Je n'ai pas... en tout cas, je n'ai pas eu d'expression qui non, vraiment pas. Jérémy? Pour moi, en tout cas, si je parlerai d'un changement, il ne m'intéressera pas au niveau des populations vivant l'aventure migratoire, ou des aventuriers, pour reprendre le terme des immigrés guinéens, qui se définissent comme des aventuriers, mais plutôt des eurodescendants qui leur viennent en aide. Bon, il y a aussi des personnes non eurodescendantes européennes qui leur viennent en aide, mais moi je m'intéresse aux eurodescendants, surtout dans ma recherche. Je dirais qu'il y a peut-être une évolution quand je vois un petit peu ce qui est édité sur la plateforme citoyenne, par exemple. Au départ, je trouvais que le langage était empreint de résonances compliquées. Par exemple, le fait d'appeler les immigrants mon amigrant. Pourquoi un migrant serait un ami? C'est ni un ami ni un ennemi, c'est voilà, mon amigrant, ou mon migrant, mes migrants, etc. Et le langage, me semble, j'ai suivi un peu ça dans le cadre de ma recherche, un petit peu évolué. Je connais des gens qui ont eu des propos beaucoup plus violents contre ce langage-là. Je ne me permettrai pas de le faire parce que je considère que, au-delà des propos qu'ils peuvent avoir, les personnes qui prennent le risque et qui ont ce geste d'héberger, de soutenir, etc., participent de fait à une forme de résistance et de bienveillance. Même si, alors, les questions que je pose là, qu'on va dire décoloniales, postcoloniales ou tout simplement de recherche, sont des questions qui peuvent être facilement killjoy, c'est-à-dire qui cassent l'ambiance. Ça peut casser l'ambiance. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à aller voir est-ce qu'il y a un peu de paternalisme ou de racisme paternaliste chez les solidaires qui soutiennent les migrants, qui abritent des migrants? C'est un peu dégueulasse. Non, ça ne l'est pas, parce que je dis aujourd'hui, tout ce qui peut fabriquer ou défabriquer ce qui va servir de nourriture aux discriminations raciales compte, y compris quand ça se passe dans les lieux. Ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse bouger là où les personnes sont déjà en marche, en fait. Et les personnes qui accueillent sont en marche et sont déjà aussi donneuses d'exemples à certains niveaux, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire. Voilà. Est-ce que vous avez envie de partager vos expériences, de poser des questions, de vous exprimer? Il y a des micro-baladeurs. Il y a un micro-baladeur dont je vous suggère ensuite de vous présenter. Oui. Ça permet aussi aux intervenants de savoir qui vous êtes et d'où vous travaillez également, si c'est en lien avec l'ALPHA ou pas. Ça permettra aussi un peu, vous savez, ils se sont présentés, durant quelques mots. Alors, qui souhaite... Oui. Cécile Cazin, je suis journaliste à la RTBF
quand j'ai vu des images de cours d'alphabétisation, j'ai été frappée du fait que souvent c'était des personnes d'origine étrangère qui donnaient ces cours. Je me souviens une Burundaise ou un Rwandais ou tout ça. Alors est-ce qu'il y a de nouveau une stigmatisation, vous pensez, par ces personnes-là, parce qu'elles ont subi ça? Est-ce qu'il n'y a pas là, enfin, la fin de la domination? Alors, je vais répondre. Je pense que c'est le fait que quelqu'un qui a été en situation moins privilégiée de par sa classe, son origine ou quoi, puisse trouver sa place, y compris dans les milieux de l'alphabétisation, c'est très bien. Ça ne met pas fin au problème de la discrimination raciale, loin s'en faut. Après, il y a des associations où les postes de direction sont en général majoritairement occupés par des blancs. C'est comme ça, mais comme partout, comme dans le football. Dans le football, par exemple, il y a beaucoup de joueurs noirs, il y a très peu d'entraîneurs noirs. Voilà, parce qu'on considère, derrière ça, il y a un très beau reportage d'un ancien footballeur, je ne me souviens plus de son nom, et qui est vraiment très beau, qui s'appelle « Je ne suis pas un singe », où il montre que c'est pas que les joueurs noirs ne veulent pas devenir entraîneurs, ou arabes ne veulent pas devenir entraîneurs, c'est que ça ne leur est pas ouvert. En France, il y en a 3, il n'y en a aucun en Europe. Donc après, que dans les milieux d'alphabétisation, il y ait des travailleurs issus de l'immigration ou enfants de l'immigration, c'est très bien, ça ne change rien au problème structurellement. Et parfois, il peut y avoir des conflits aussi, parce que certaines représentations, même si ce n'est pas forcément exprimé, certaines représentations de collègues blancs peuvent être compliquées parfois. Voilà, sur l'islam notamment. Excuse-moi ? Et des apprenants aussi, sans doute, oui. Même si, comme je disais, les apprenants me semblent des fois assez protégés, enfin, voilà, parce qu'ils ne sont pas nés dans cette discrimination-là, on va dire, enfin, pas en tout cas avec une proximité du discriminant, mais avec les apprenants aussi, j'imagine, oui. En tout cas, je suis tout à fait prêt à entendre. En fait, on ne vous voit pas parce qu'on est aveuglé. Et donc, vous êtes certainement 15 à lever la main, mais on n'en voit aucun. C'est ça, non? Oui. Bonsoir, je m'appelle Vicky Fanny, je travaille à la mairie. Et en fait, il y a une première question que tu as posée, je me permets de tutoyer, sur est-ce que les formateurs sont armés quand ils sont sur le terrain pour faire face à ces situations de discrimination, domination, etc. Je ne sais pas si tu as répondu de manière assez affirmative. Non, j'ai tapé en touche. J'ai tapé en touche. Il s'est profilé. Eh bien, moi, je pense que non, pas du tout. Pas du tout. J'étais formatrice, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je pense qu'on n'est pas surtout ni préparé, ni armé, ni formé au niveau de conscientisation politique de ce que c'est le métier de formateur en alphabétisation, que c'est avant tout politique en fait, parce que l'alpha c'est politique, c'est une revendication, c'est un droit. Et donc, bien sûr, on peut se former petit à petit. On n'est souvent pas formé du tout à la base quand on commence. Ça, c'est aussi une réalité parce que c'est une question de moyens aussi. On fait un travail qui est difficile, pour lequel les associations ne reçoivent pas nécessairement tous les moyens dont on aurait besoin et qu'on bouge beaucoup de trous au niveau social aussi. Et je pense que dans les formations, il y a très peu de formations politiques, c'est-à-dire la conscientisation aussi, voilà, il faut l'apprendre, c'est une conscientisation de comment ça fonctionne la société. C'est pas seulement lire Paulo Freire, etc. Oui, c'est très très bien, mais c'est aussi apprendre. L'éducation populaire, c'est pas seulement être le maître ignorant et apprendre avec les autres, c'est aussi apprendre à problématiser, chose que, voilà, on n'est pas né dans la marmite, comme la plupart des citoyens, il me semble. Donc, en tant que citoyen face à des publics précarisés, pas tous non plus, voilà, donc garder un regard sur
mon métier, c'est ce que je fais, pourquoi je fais ça. Non, on n'est pas armé du tout, du tout, du tout. On arrive à se faire les armes petit à petit et on essaye de faire, mais c'est vraiment difficile et parfois on se perd assez souvent. Donc, garder vraiment les caps sur tous les aspects complexes et sur tous les aspects qu'on touche dans ces métiers, au niveau des dominations, des discriminations, mais aussi on fait un métier d'enseigner. Donc c'est l'acte d'apprentissage, ça parfois on n'arrive pas à l'admettre non plus, mais c'est bien clair. Donc il y a des moments où c'est l'apprentissage de l'enseignement et parfois on n'est pas armé non plus pour faire ce métier-là. Vous voyez, c'est vraiment très 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 complexe. Mais tout à l'heure il a botté en touche effectivement à la question et je suis contente que tu reviennes dessus. Donc elle répond. Et à ce moment-là, je t'avais dit aussi que quand tu évoquais la fonction, quoi, l'apprenant, j'avais dit, mais ce que tu dis, on peut le dire aussi des profs. Et en entendant ce que tu dis, c'est à nouveau ce que j'ai envie de dire. Ce discours-là, moi, je l'entends aussi chez les profs, alors à un autre niveau, mais les profs disent, par rapport aux élèves qu'on a en classe maintenant, on n'est pas armé, on est prof, on n'est pas forcément psy. On est face à de telles réalités, mais oui, mais on est face à de telles réalités que parfois on est complètement démunis et du coup, on se réfugie derrière notre savoir pour ne pas être touché par ce qu'on a en classe, tout simplement parce qu'on ne sait pas comment faire. Et moi, c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu viens de dire, parce que tu dis c'est politique, mais c'est politique dans tous les sens du terme, et c'est aussi psychologique. Et j'imagine que quand on a quelqu'un qui arrive ici après un long parcours, et combien d'embûches, et une histoire qui parfois est de l'ordre de l'indicible, y compris dans sa propre langue, ben, on a en face de soi un être humain. Et là, comme tu dis, c'est chaud, quoi. Jérémy, oui. Et je voudrais rajouter que c'est ce qui manque, il me semble, c'est vraiment dans les secteurs social, dans le secteur de l'alphabétisation, c'est vraiment trouver les forces ensemble pour demander des moyens pour être effectivement, pour que c'est ce qu'on fait soit beaucoup plus efficace aussi, en respectant, tu vois, chacun, parce que justement quand on n'est pas armé, on risque de manquer du respect aussi aux personnes parce qu'on a peur, etc. Donc vraiment ces moyens qui pourraient vraiment, pour qu'on soit plus juste, qu'on soit vraiment dans le juste, dans la justesse. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et vous parlez de complexité, mais on voit bien que en vous situant et en parlant de votre propre expérience, vous produisez de la complexité aussi, en énonçant ce que vous venez d'énoncer. Ça ne va pas de soi. Ce qui veut dire que tous les travailleurs de l'alphabétisation, à la base, sont susceptibles d'amener une part d'expertise. Il y a une part d'expertise dont vous vous rendez compte, simplement en disant, voilà, nous ne sommes pas armés, ou etc., simplement pour contextualiser, pour relier ce que nous vivons au contexte politique, national, international, etc. C'est très juste. Ce que je veux dire, c'est que ce que je pense, c'est que peut-être, de ce que j'ai pu voir sur mon terrain, c'est que les travailleurs de l'alphabétisation ont des savoirs qu'ils ont acquis au fur et à mesure de l'expérience, qui ne sont pas forcément reconnus financièrement, par exemple, mais que parfois il manque peut-être certains outils pour pouvoir tirer une expertise de leur expérience, en fait. C'est plutôt ça. Et effectivement, dans un but lié à leur métier, c'est-à-dire par exemple de ne pas poser des gestes qui puissent être blessants par rapport au public. Isabelle Stenger se rappelait, je ne sais plus dans quel texte, que pendant un moment donné, les chirurgiens transmettaient la mort parce qu'ils ne mettaient pas de gants pour opérer. Et donc, alors qu'ils devaient soigner, ils transmettaient la mort. Eh bien, il faut se demander quels sont les gants qu'on doit mettre. Et ça, pour moi, je pense effectivement que tout travailleur de l'alphabétisation devrait avoir droit à l'intérieur même de son travail et dans les moments donnés où il est payé pour ça. Ça ne doit pas être ça va pas venir d'un élan musulman, militant. Doit pouvoir suivre des formations continues qui permettent de comprendre le contexte d'où proviennent les migrants, mais tout en recontextualisant politiquement
Donc on peut parler par exemple de formation anthropologique, mais l'anthropologie est une science qui elle-même doit se décolonialiser. Donc elle devra être une anthropologie décoloniale. Ça ne veut pas dire que c'est une anthropologie qui appelle à prendre les armes pour se décoloniser. Ça veut dire simplement qu'elle interroge ce qui la conditionne à ne pas voir certaines choses. Voilà, notamment ce qui est structurel dans l'organisation du monde et de la société et des frontières à l'heure actuelle. Donc il y a des choses comme ça qui devraient être mises en place et ça doit venir, je pense, des travailleurs de l'alphabétisation, parce que ils méritent tout simplement de pouvoir valoriser vraiment leur expérience. Ils ont une expertise que n'a pas, par exemple, que n'ont pas certains chercheurs. Voilà. Thierry, non? Je suis Anne-Chantal Denis, je travaille à la coordination générale de Lire et Écrire Bruxelles. Donc Thierry, en tout cas, je sais que tu as parlé de rentabilité, oui, dans les attentes par rapport aux travailleurs du secteur. Je pense que les apprenants ont intégré aussi cette attente de rentabilité par diverses pressions dont ils font l'objet. Et donc je voulais savoir comment, dans des groupes qui sont majoritairement hétérogènes, ils vivent justement le passage ou l'entrée dans une démarche d'expression artistique. Parce que tu parlais de groupes en formation, mais d'ateliers aussi. Donc est-ce que c'est un choix à un moment donné, c'est une proposition qui leur est faite, ou est-ce que ça s'intègre d'office dans la dynamique du groupe et comment chacun le vit, chacun en parle, chacun peut être ambassadeur vis-à-vis d'autres, en tout cas de cette expérience. Si je dois prendre l'exemple du théâtre, alors comment ça a commencé toute cette aventure qui dure depuis maintenant une dizaine d'années. D'abord, ça a été des tables de discussion à l'intérieur du programme d'alphabétisation. Et dans ces scènes de discussion, eh bien, il y avait des scénettes, et puis il y a eu à un moment donné l'envie d'aller un peu plus loin de ces scénettes. Et où ça devient, je dirais, intéressant, c'est quand il va y avoir une politisation du temps, de la temporalité. C'est-à-dire que les personnes qui suivent des cours d'alphabétisation, il y a leur programme, et là il y a une sortie, il y a un atelier, etc., etc., etc. Et puis, il y a un atelier hors horaire, qui est là. Et elles vont prendre la décision d'y aller ou de ne pas y aller. Ce qui veut dire que là, elles vont prendre main mise sur leur quotidienneté, sur la dureté de leur quotidienneté. C'est-à-dire qu'il y a cette course en avant dans cette idée d'être productif, c'est-à-dire il faut avoir autant d'heures de formation d'alphabétisation, etc., etc. Et à un moment donné, ils vont couper cette course infernale du temps par rapport à un moment où elles vont penser à une chose, c'est à elles. Donc, simplement à donner de l'énergie dans quelque chose qui pourrait paraître au départ gratuit, mais qui va permettre à la longue d'émerger. Moi j'ai un exemple qui est on parlait d'anecdotes tout à l'heure, mais donc il y a une femme qui est là, qui fait du théâtre depuis 3 ans, qui est femme de chambre. Donc au départ elle suivait des cours d'alphabétisation, elle a trouvé un travail et elle est femme de chambre. Et donc pour la petite histoire, une femme de chambre ici sur Bruxelles, elle doit faire 19 chambres sur sa journée. Et elle a droit à mettre un jour de congé. Et puis l'autre, il est décidé par le patron. Et le jour de congé, elle le met le jour où il y a l'atelier théâtre. Et donc là, elle décide qu'elle va couper toute cette course et de se dire stop, ça en vaut la peine. Et elle adore lors de lorsqu'on fait des présentations de dire, eh bien moi je suis femme de chambre, mais je suis aussi comédienne. Et c'est très important dans l'éducation populaire, dans l'éducation permanente, de pouvoir, comme tu le dis, pour sortir des horaires. Parce que là, il va y avoir vraiment une décision de se dire, ça en vaut la peine.
pour uniquement une personne, pour moi, et par rapport au collectif. Et on change complètement cette idée du collectif. Ça va ? Ça veut dire que vous n'introduisez pas ça dans une obligation, c'est pas obligé, les gens sont spontanément, parce que souvent maintenant les gens... En fait, c'est les deux. Bon, on donne le goût. On donne le goût à l'intérieur des cours. Et puis à un moment donné, il y a un choix. Et pour moi, ce choix, il est super important. Quand on est dans l'éducation populaire, se dire « je vais libérer du temps ». Hein, c'est un peu comme à une époque, enfin au 19e siècle, il y avait les poètes ouvriers qui cassaient ce rythme infernal productiviste. Ils le cassaient et ils disaient « eh bien, je vais prendre du temps pour moi et je vais écrire le soir des poèmes ». Et donc, ça peut paraître comme ça de se dire, bah oui, ok, il écrit le soir, mais ça casse complètement une dynamique, je dirais la dynamique capitaliste, c'est-à-dire de se dire, je me mets hors de tout ce système. Moi, je viens pas pour l'attestation, quoi. Voilà, exactement. Donc, voilà, exactement. Polémique-là, mais c'est quand même la grande différence entre l'insertion sociale et professionnelle et l'éducation permanente. Et alors, où on se dit qu'on est dans le bon chemin, c'est quand des personnes ne suivent plus les cours d'alphabétisation, ils sont ailleurs, et ils viennent pour un atelier. Et ils viennent comme vous et moi, on pourrait faire un atelier de théâtre amateur. Eh bien, on rentre dans cette dynamique-là. Ça peut se poursuivre au bar, hein, de manière informelle. Hein, choisir, en fait, d'aller au bar. Oui. Parler avec Thierry et Jérémy. Avec plaisir. Il faut donner un avis pour créer Voilà. Je suis formatrice auprès d'apprenants en alphabétisation, dans différents groupes. Je bouge beaucoup parce que je remplace des formateurs absents, donc voilà. Et j'avais envie d'attirer l'attention sur une chose. Donc on parle de migration et de discrimination des personnes immigrées. Il y a aussi des personnes qui cumulent les discriminations, qui sont, je pensais aux femmes peut-être plus que les hommes, au fait aussi d'être analphabètes, parce que tous les immigrés ne sont pas analphabètes. Donc là, on parle de gens en alphabétisation. Donc voilà, il y a toutes ces réalités-là, et c'est encore plus complexe. En tant que formateur, on fait le mieux qu'on peut. En effet, on se crée une expérience au fil du temps sur le terrain et on continue à se former. Je pense que aussi les apprenants, d'après ce que moi j'observe, sont moins critiques en fait que nous pouvons l'être par rapport au fait qu'on n'est pas, qu'on doit s'améliorer. On doit s'améliorer par rapport à ces processus de domination. Il faut qu'on arrive à en sortir le mieux possible. Mais j'ai l'impression que souvent les apprenants, j'ai envie de faire un parallèle avec la situation que vous disiez tout à l'heure. On parlait du parc Maximilien et où il y a des choses à critiquer dans le rapport entre les personnes qui les accueillent et les immigrants mais il y a aussi beaucoup de positifs et un message qui est à encourager malgré tout. C'est moins à critiquer que remarquer et penser. Oui, d'accord, oui. Voilà, et sinon, je ne sais plus, je voulais dire autre chose.
Oui, et alors aussi, j'ai constaté, moi, quelque chose, quand des apprenants exposaient, faisaient une porte ouverte, une activité large public face à des personnes, voilà, un public nombreux et varié. Et eux ont très bien vécu cette prestation, beaucoup mieux que ce que j'aurais cru, ce que j'aurais pensé. Donc, voilà, j'attire l'attention aussi sur le fait de vraiment les entendre dans leur manière de vivre les choses, parce que c'est pas toujours aussi négatif. Oui. Voilà, donc. Je vais répondre quand même. Parce que d'abord, première chose avant de vous répondre, ce que je voudrais dire, mais qui est lié à ce que vous avez dit, c'est que je ne pense pas que les travailleurs de l'associatif doivent suivre des formations. Je pense que l'État doit financer le droit à tout travailleur de suivre des formations qui soient aussi des formations de respiration qui permettent de répondre aux besoins évoqués par Madame. Ensuite, que les apprenants soient moins critiques. Les apprenants, ils font comme ils peuvent. C'est-à-dire que ce qu'ils pensent, vous ne le saurez pas forcément, parce qu'ils ne sont pas en position de pouvoir. Je mène une recherche depuis 4 ans d'entretien avec, je sais pas moi, une cinquantaine de ce que vous appelez apprenants. Ils peuvent être critiques. Maintenant, ils vont être reconnaissants du fait qu'on leur a appris à parler français, etc. Et qu'il y a de la bienveillance chez la plupart des travailleurs associatifs. Il y a aussi des travailleurs associatifs, hein, des formateurs, moi je dis enseignants par respect, j'en ai vu, qui parlaient toujours en haussant la voix, qui manquaient de respect, etc. Mais globalement, en général, dans les cours sont plutôt des vrais espaces de respiration. Mais dites-vous bien que les apprenants, aussi polis, bien élevés, parce que c'est des gens qui viennent d'une grande culture et qui ont une grande éducation, aussi polis soient-ils, ils vous analysent aussi. Et ils savent ce que vous pensez d'eux. Ils savent quelle est l'image dominante qui règne sur l'islam, par exemple, et sur les femmes musulmanes soumises parce qu'elles pratiquent de plus en plus et se voilent et se montrent musulmanes. Ils le savent tout ça. Mais ils ne sont pas nés dans ce racisme-là. Donc ça ne les dérange pas. Comme je dis, ils en souffrent de par le biais de leurs enfants. Par contre, là où il y a conflit et où il y a un travail à faire là-dessus pour le bien-être de tous les travailleurs de l'alphabétisation et du public, c'est que le conflit vient entre collègues eurodescendants ou collègues descendants de migrants. Parce que par contre, chez les descendants de migrants, il y en a qui commencent à en avoir vraiment par-dessus la tête des réflexions, on va dire, disqualifiantes sur l'islam de leurs collègues blancs. Et qu'il ne faut pas s'en étonner. Je veux dire, avec là où on baigne dans une telle profusion de médiatique, de discours disqualifiants sur l'islam, que c'est pas étonnant que ça finisse aussi par arriver, y compris dans un milieu où on est en contact avec les migrants. Hein. Il ne s'agit pas de stigmatiser la population des travailleurs eurodescendants associatifs. Mais voilà, et pour dire vraiment, pour terminer par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas la critique des migrants, ils ne s'autorisent pas forcément à la faire, ils n'en pensent pas moins, et ils la font dans d'autres espaces. Mais en revanche, comme je dis, moi je ne suis pas là pour être un donneur de leçons et dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Par contre, ayant vu ce que j'ai vu, analysé ce que j'ai analysé, je dis que oui, il n'est pas normal que l'État ne réponde pas à certains besoins et droits auxquels que peuvent revendiquer les travailleurs de l'alphabétisation pour vivre mieux, plus pleinement et de manière encore plus intéressante leur métier qui l'est déjà. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amina, je travaille aussi dans le secteur de l'alphabétisation. Et je voulais en fait savoir si vous pensez que c'est juste de dire que aujourd'hui, le contexte a évolué, mais par contre, tout ce qui est académique est resté figé. Je dis ça parce que j'accueille par exemple des stagiaires qui viennent pour des stages dans mon ASBL. Et pour moi, il y a un vide justement sur toutes les questions de l'interculturalité, de l'autre, de la connaissance de l'autre. Donc je reçois des stagiaires qui sont hyper bien formés dans tout ce qui est donc pédagogie. Il n'y a rien à redire. Mais par contre, ce sont des personnes qui viennent faire des stages
Et pour certaines, c'est la première fois qu'elles sont par exemple en contact avec des personnes migrantes. Et il y a tout à apprendre. Et moi, je me posais la question au niveau académique, est-ce qu'il y a une réelle connaissance du contexte, si elle existe, où sont les formations pour préparer ces jeunes étudiants à rentrer dans le monde du travail. Pour la plupart, moi j'ai eu des stagiaires qui n'avaient jamais parlé à une personne d'origine immigrée. Et je trouve ça super interpellant parce que s'il faut attendre que ces étudiants-là, ces jeunes-là, doivent avoir leur propre expérience, c'est-à-dire 10 ans, et souvent c'est parfois 10 ans de dégâts, parce que voilà, on apprend sur le tas, et ça vaut pour les formateurs, mais ça vaut aussi, vous l'avez dit madame, pour tous les autres métiers qui sont en lien avec la diversité. Je pense par exemple à la police. Je sais que par exemple à la police, il n'y a aucune formation qui est faite aux policiers pour qu'ils puissent mener à bien leur métier. Donc pourquoi est-ce qu'il y a encore ce décalage entre le monde académique et la réalité du terrain? Moi je dis souvent que dans les groupes, donc c'est jamais, parce que vous dites madame, il n'y a jamais un apprenant qui va vous faire une remarque d'ordre pédagogique. Effectivement, en général, il laisse ça aux soins du formateur, la pédagogie. Mais par contre, les problèmes qui existent et qui sont rencontrés très souvent sont souvent d'ordre culturel, en fait. Les chocs culturels, c'est ça qui cause en général les soucis, les conflits, que ce soit formateur, apprenant, ou parfois même entre apprenant et un formateur doit pouvoir gérer aussi ça. Pour la petite anecdote, j'ai demandé récemment à deux dames syriennes de dessiner leur drapeau, le drapeau de leur pays. Ça paraît un exercice tout simple, etc. Et là, j'ai eu 2 dames syriennes. Il y en a une qui a voulu me dessiner le drapeau d'avant la Révolution et une autre qui a voulu me dessiner le drapeau d'après la Révolution. Quand on n'est pas armé pour ça, on est dans un conflit, dans un gros conflit. Si on a un peu d'expérience et qu'on peut, vous le disiez tout à l'heure par rapport au contexte des pays, des personnes qu'on accueille, si on est un petit peu formé par rapport à ça, on peut un petit peu anticiper. Voilà. Je trouve ça très très juste et je pense que c'est justement en écoutant des paroles qui viennent aussi de votre propre expérience que cette demande ou cette exigence pourra être écoutée. Ce que j'ai dit par rapport aux formations que devrait pouvoir suivre tout travailleur de l'alphabétisation, évidemment, concerne aussi l'académique, c'est-à-dire la période de formation avant qu'on soit travailleur ou formateur en alpha. Et c'est vrai que il y a dans ces lieux-là un enseignement à transmettre au niveau anthropologique, mais une anthropologie, comme je disais, qui elle-même doit sans cesse se décolonialiser et donc se contextualiser politiquement. Ça marche complètement aussi pour ça, je pense. Bonsoir, donc je suis formatrice en alpha aussi, et je voudrais juste ajouter un petit quelque chose par le fait que je suis étudiante à l'IRG, donc il y a une formation qui existe et qui est donc de 3 ans, un BES, et qui est donnée notamment par lire et écrire. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a fort perturbée en suivant cette formation, c'était les manquements dans cette formation. Donc il y avait plein de cours qui étaient très intéressants. Et on a eu la chance d'être en contact avec des formateurs expérimentés, intéressants. Mais pour moi, effectivement, il manquait cette notion, cette histoire de la colonisation, de la colonisation aussi, mais plus de la migration, des différentes vagues de migration, et sous ce prisme justement postcolonial, notamment tout ce qui est sociologie, etc. Et donc effectivement, voilà. Je pense que ce serait intéressant de rajouter ça dans le programme de l'IRG, entre autres. Alors, une petite réaction il n'y a pas très longtemps. Donc on a, au CEDAS, on a, comme beaucoup d'opérateurs linguistiques et d'opérateurs en alphabétisation, on a accueilli des migrants syriens. Donc la première fois que je suis rentré dans une classe où il y avait 100% d'hommes syriens. Je suis rentré et il y avait quelque chose de particulier. Et donc dans mon imaginaire, je disais syrien, oui,
ça doit être la même chose, oui, au niveau culturel, ça doit se rapprocher du Maghreb, etc., etc. Puis je suis rentré là, ils savaient strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Ensuite, ok, ben ça c'est... Et puis j'ai entendu parler, un peu après, des DOMS. Et les formatrices, hein, qui travaille depuis une dizaine d'années, me dit, bah, tiens, non, au niveau des Syriens, et elle m'explique, et je dis, ah, ok, d'accord. Et donc on a envoyé, hein, je veux dire, en première ligne, des formateurs et des formatrices, sans aucune préparation, avec, pour donner cours à des personnes qu'on savait par ailleurs très bien qui allaient s'installer en Belgique. Avec... Alors, avec toujours je dirais, un épisode de retard. Et donc, tout le monde en reçoit plein la tronche. Que ça soit les personnes, les apprenants qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est de ce truc, de ce pays ?» Que ça soit les formateurs et les formatrices. Et après, on court, et maintenant, on fait des colloques. Rapidos, on se dit, bon, bah là, il va falloir absolument organiser un colloque de 2 heures sur les DOMS, etc., etc. Et c'est toujours une course en réaction. Donc voilà, ça c'est une petite expérience par rapport à une population, en tout cas, que moi je ne connaissais pas. Est-ce que quelqu'un a encore envie de poser une question ou bien d'apporter un témoignage? Sinon, je laisse le mot de la fin à Anne. Parce que c'est super chaud. Hein. Le truc là. Effectivement. Eh bien, grand merci. L'éclairage. Ah, l'éclairage. Tu n'en peux plus en fait. Vous avez soif, tu vois. Vous avez soif. Donc, en tout cas, grand merci à Martine, Jérémy et Thierry. Je propose de les applaudir pour ceux qui ont... Merci à vous d'être présents ici ce soir pour ce 3e et dernier mardi de l'Alpha. Mais l'exposition continue encore jusqu'au 2 novembre, donc n'hésitez pas à y aller ou la faire connaître encore pour les quelques jours qui restent. Et si vous le souhaitez, effectivement, le café de Point Culture Bruxelles est ouvert. Et donc, n'hésitez pas à aller boire en compagnie de nos intervenants ou entre vous. Voilà. Bonne fin de soirée. merci Anne. Merci.